Donc, en effet, c'est la deuxième partie d'un travail sur la question des fictions sérielles, hein, des genres médiatiques, qui fait suite à un travail sur l'anticipation, et on parlera de ce travail sur l'anticipation. En fait, notre idée, c'est un dialogue avec le modèle analytique dominant, c'est le fait de proposer un dialogue avec le modèle analytique dominant des fictions sérielles, des genres médiatiques, des genres populaires, modèle dominant qui est un modèle tendanciellement transcendant ou formaliste, qui propose des définitions formalistes qui s'appliquent sur des longues périodes au genre. Le roman policier, la science-fiction, le roman sentimental. Notre idée est qu'en réalité, cette approche ne permet pas de rendre compte de la dimension interdiscursive des genres, de la dimension communicationnelle et médiatique des genres, dimension communicationnelle et médiatique qui suppose de les saisir dans l'espace culturel historique. La seconde idée, on en dira un mot à la fin, c'est que en saisissant les genres comme des réalités interdiscursives, eh bien on atteint en fait à l'interdiscours d'une société, c'est-à-dire au discours social, à l'imaginaire social, et que probablement, en travaillant davantage sur les genres en situation, on peut réussir à saisir des découpages cognitifs, des découpages représentationnels dans les sociétés. Si un genre surgit à un moment, s'il se transforme à un moment, ça dit quelque chose des représentations collectives, de ce qui compte, de ce qui fait signification dans les structures imaginaires. Alors, notre point de départ méthodologique, c'était justement un article de Ted Underwood sur The Life Cycle of Genres. Alors, Underwood montrait la persistance des caractéristiques de certains genres, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, en particulier le roman policier et la science-fiction durant plus d'un siècle, montrant comment un modèle constitué à partir d'un corpus de textes correspondant à différentes listes des principales œuvres de science-fiction et des principales œuvres policières permettait aussi bien de décrire des œuvres contemporaines, nous étant contemporaines, et des œuvres anciennes. Aussi bien, pour le dire autrement, le modèle de la science-fiction permettait de décrire aussi bien Jules Verne de la Terre à la Lune et William Gibson ou Isaac Asimov, quelle que soit la période. Il montrait donc qu'on pouvait, et de la même façon, Gaboriau et Dennis Lehane, si vous voulez, pour le policier. Alors, là, oui. Oui, non, juste par rapport à ce qu'il a fait, en fait, ce qu'il a pris, Underwood, c'est qu'il a pris une sélection de 200 romans de science-fiction, des fois, qui sont considérés comme fondamentaux pour le genre, grosso modo. Donc c'est ce que vous voyez ici, qui sont marqués en rouge. Et il a pris aussi une sélection de 200 romans aléatoires, publiés à peu près à même moment. Et il a essayé de comparer les deux. Et il s'est rendu compte que le modèle prédisait assez bien même des romans de science-fiction anciennes. Et c'est là qu'il a eu un peu sa grande idée, comme quoi ces modèles, ça permet de reconnaître des genres, même de manière archéologique, de manière très efficace. Voilà, autrement dit, il fabrique un modèle à partir d'un corpus d'œuvres, et ce modèle permet de prédire si une œuvre est une œuvre de science-fiction ou une œuvre policière, au hasard, à l'aveugle. Donc c'est absolument éblouissant. Et ça semble démontrer que les définitions formalistes et transcendantes des genres sont des définitions pertinentes. Alors, il y a deux choses à dire de ça. C'est que d'une part, c'est une démonstration extrêmement puissante et extrêmement convaincante, puisque ce qui est montré d'une façon éblouissante, c'est qu'on est capable de prédire quand même la nature ou le genre d'un texte. Que ce soit dans une perspective transcendante, et on va essayer de le montrer tout à l'heure, peut-être dans une perspective aussi contextuelle. Mais il y avait un biais de taille dans son travail, un biais méthodologique de taille, et qui montre aussi parfois les limites des analyses d'humanité numérique, dès lors qu'elles en restent à une méthode numérique sans la fonder sur une réflexion, théorique littéraire. Pour les littéraires, sociologiques, pour les sociologues, etc. Le problème de taille était le suivant. Comment Underwood définissait-il son corpus ? À partir de listes constituées aujourd'hui de romans science-fiction et de romans policiers. Or, ces listes étaient constituées à partir de quelle définition du genre ? La nôtre, celle d'aujourd'hui. Et donc, quand les gens disaient, je ne sais pas moi, Gaboriau c'est du roman policier, ou Jules Verne c'est du roman policier, ils extrayaient de l'ensemble des œuvres de Jules Verne les quelques œuvres qui ressemblaient à du roman policier aujourd'hui ou qui correspondaient à la définition d'aujourd'hui. Or, autrement dit, ils faisaient ce que Paul Veyne dénonçait massivement dans l'histoire littéraire, il faisait de l'histoire anachronique.
de l'histoire anachronique, c'est-à-dire des descriptions d'objets non pas à partir de leur période de production, mais à partir de leur période de réception. Et donc, ce qu'il décrivait, ce n'était pas Jules Verne au XIXe siècle, c'était Jules Verne au XXIe siècle. C'était la signification de Jules Verne au XXIe siècle. Or, le problème majeur, fondamental des genres, c'est que dans nos sociétés, les genres ne sont pas destinés à décrire des réalités transcendantes, mais sont produits pragmatiquement et contextuellement par une société à une époque donnée, une société qui est constituée de discours médiatiques, de discours éditoriaux, de discours critiques, bref, de discours collectifs qui font surgir des genres à une époque donnée, mais pas du tout comme des universitaires pour produire un système transcendant des genres, simplement parce que à ce moment-là, ça fait sens. Et ça fait sens pas exactement de la même façon pour une personne ou une autre, pour un éditeur ou pour un critique, pour un journaliste ou pour un universitaire, et cette signification, elle est donc le résultat d'un interdiscours situé. Situé parce que chaque personne définit le genre à partir de sa situation, interdiscours parce que c'est une production collective à une époque donnée. Or, si le genre médiatique, populaire, est le résultat d'un interdiscours situé, eh bien, c'est pour une raison précise, c'est qu'à un moment, on a besoin pragmatiquement de définir un ensemble de textes. Mais si c'est cet ensemble de textes qu'on a besoin de définir, c'est qu'à ce moment-là, il fait saillance. Et si on le définit de cette façon-là, c'est qu'il fait saillance pour des raisons qui ne sont pas nécessairement dans les textes, mais qui sont dans le contexte culturel, interculturel, qui porte le moment définitionnel. Je prends un exemple très connu. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on s'est mis à parler de mom porn ? Il y en avait plein des romans, avant 50 Shades, des romans qui parlaient de sexe et d'amour, et de sadomasochisme et d'amour. Il y en avait plein. Mais d'un seul coup, ça a fait sens parce qu'on était dans un moment de pornification de la société, c'est-à-dire de développement de pratiques pornographiques dans les activités sentimentales de couple. Et donc, du même coup, ça a fait sens de faire surgir cet effet de cohérence dans l'interdiscours, et donc on a nommé. Et ce qu'on a nommé, c'est autant 50 Shades, ou les romans à la 50 Shades, que les pratiques culturelles qui donnaient une signification à ces événements. Voilà. Alors, notre perspective, donc, c'est d'utiliser les outils puissants d'Underwood, mais de les discuter pour essayer de voir ce que ça dirait dans une perspective interdiscursive de ces idées genres. Super. Alors donc effectivement, notre approche, effectivement, c'est celle-ci. Et là, je vais quand même rapidement revenir sur ce qui se passe lorsque Ted Underwood crée son modèle et la raison pour laquelle on aboutit à ce phénomène de définition circulaire. C'est que le modèle, il essaie de déduire à partir d'une typologie qu'on va poser par anticipation. Donc on va dire, ça c'est de la science-fiction, ça c'est du policier, ça c'est telle chose. Donc on va étiqueter des textes, des romans et ainsi de suite. Et après, le travail du modèle, ça va être d'extrapoler quels sont les mots qui fonctionnent par rapport à cette classification. Et donc c'est quelque chose qu'on a commencé à utiliser au sein de l'IMAPRES pour créer des genres, pour modéliser des genres journalistiques. Mais donc concrètement, ça veut dire que un genre, ça peut être, c'est pas nécessairement, la notion de genre qu'on va attribuer peut recouvrir en réalité d'autres genres qu'on n'a pas forcément anticipés, mais qui étaient prévalents à l'époque, mais qui sont pas forcément prévalents aujourd'hui. Et donc on va procéder, là, c'est la difficulté de faire des catégorisations, c'est qu'en réalité, quelle est la catégorisation ? Ça va fonctionner, au sens où effectivement Jules Verne est spécifique par rapport à un ensemble de romans aléatoires, parce qu'il y a un vocabulaire qui est spécifique, mais cette spécificité-là, elle va être différente de celle qu'on va essayer de lui faire dire, on ne va pas obtenir exactement les mêmes résultats. Donc là, je vous remonte rapidement ce qu'on avait fait dans le cadre de l'IMAPRES. Donc on avait essayé de définir des genres de manière automatique, donc on avait entraîné des modèles, on avait repéré des mots. Donc là, pour vous donner une idée, c'est ce que on avait fait sur la page d'un journal. Donc on a fait par exemple des modèles sur la presse de l'entre-deux-guerres. Donc on a défini 20 modèles, 20 genres par modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, en fait, on s'est posé la question, et là, c'est là où ça rejoint le questionnement de Mathieu, on s'est posé la question de quelle amplitude chronologique. Est-ce que c'était possible, et là c'est aussi une discussion qui avait eu lieu au même moment dans d'autres projets de presse, notamment, je pense à Impresso, ils avaient également cette réflexion, de potentiellement comment est-ce qu'on peut construire des genres, et il y avait quand même cette idée, effectivement, à nouveau, de proposer des genres transcendantaux de presse, avec l'idée que, pourquoi s'embêter à faire différentes étapes, et pourquoi pas faire des genres uniques, donc il y aurait le genre vie politique, le genre de la vie économique, et qui allait classer toute la presse de 1800 jusqu'à nos jours. Et là, on s'est confronté à ça et on s'est rendu compte que ça ne peut pas réellement marcher, tout simplement parce qu'il y a des genres qui apparaissent à différents moments, mais surtout la manière dont les genres sont exprimés, la manière
manière dont les mots vont s'activer va être radicalement différente à certaines époques que dans d'autres. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un fait divers, mais qui date de 1844. Et la manière dont c'est écrit va être très différente des faits divers qu'on va trouver dans la presse au début du XXe siècle, qui sont généralement beaucoup plus hachés, avec un langage qui, on dirait, plus moderne aujourd'hui, mais à nouveau c'est une reconstruction qu'on fait, mais donc grosso modo plutôt présent, voire carrément où le verbe est carrément absent, donc une manière d'écrire qui est très différente. Et donc ce qu'on a essayé de faire, qui est assez différent, c'est qu'on a proposé, et là c'est quelque chose qui va aussi inspirer notre réflexion sur les genres romanesques, on a proposé de faire des genres qui soient temporellement situés. Donc on a créé des modèles qui vont durer sur une période d'environ 20 à 30 ans. Alors pourquoi cette période-ci ? Là, c'est un travail un peu intuitif qu'on a fait à un moment donné, de considérer que c'était des périodes qui étaient relativement cohérentes. En tout cas, ça tombait avec des périodisations assez récurrentes. Donc, par exemple, on a créé un modèle de l'entre-deux-guerres, et là, ça tombe assez bien entre la fin de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, qui de fait marque des césures fortes. Et donc, on a créé ces modèles-ci sur des périodes qui soient relativement déterminées, et à chaque fois en faisant un travail de documentation. Donc, on a pris plusieurs journaux, et on a dit pour chaque journal, à partir d'indications textuelles qui étaient probablement les journaux eux-mêmes, quels étaient probablement les genres auxquels on avait affaire. Et puis il y avait un deuxième travail également que j'avais déjà fait en amont dans un autre article consacré aux best-sellers. Donc j'avais proposé en fait une étude de 100 best-sellers francophones, et j'avais commencé à essayer justement de commencer à les décrire. Alors en fait ça faisait suite à un autre travail mené dans les pays anglo-saxons, je ne me souviens plus exactement des auteurs, qui avait été fait sur The Bestseller Code. Donc l'idée c'était de reconnaître automatiquement les best-sellers, donc là dans une logique qui est beaucoup plus contemporaine que ce que fait Underwood. Et donc avec cette idée qu'avec un modèle on pouvait réussir à l'entraîner pour reconnaître automatiquement le futur best-seller. Donc ils avaient aussi une logique commerciale derrière, puisqu'ils ont créé des solutions pour des entreprises pour détecter le futur best-seller. Donc là, on a à nouveau mon article était dans une optique critique par rapport à ça. Et donc, ce que j'avais commencé à essayer de faire, c'est que j'ai utilisé des modèles, mais là, je vais utiliser des modèles pour identifier des subdivisions potentielles. Donc chaque point ici, ça correspond à une subdivision possible finalement au sein des genres. Donc j'ai fait ça en 10 fois. Et on voit que y a quand même plein de dégradés, il y a plein de possibilités. Et on n'épuise absolument pas, lorsqu'on fait la classification automatisée, on n'épuise absolument pas le champ des interprétations. Donc ce qui se dessinait quand même d'emblée, c'est qu'il y avait un découpage entre d'un côté le policier et la fantasy, il n'y avait pas de roman de science-fiction dans ce corpus, et donc qui étaient de fait distingués. Et donc là on peut considérer que c'est des genres relativement stables, mais qui sont stables parce qu'ils sont institués historiquement, parce qu'ils sont, et là on en parlera après, qui sont aussi institués socialement, dans des rayonnages différents, des collections différentes, donc tout un travail de générichisation, on pourrait dire, qui s'opère. Par contre, sur le fameux corpus central, il y a plein de recouvrements possibles. Alors moi, j'avais commencé à donner des dénominations par rapport à ça, mais c'est totalement, relativement arbitraire, et finalement, on est dans une grande phase intellectuelle qu'on pourrait appeler littérature blanche, c'est un terme qui circule, mais qui désigne en réalité le fait qu'on est sur un forum d'interaction potentielle avec des textes qui ne relèvent pas de manière définitive d'un genre plutôt qu'un autre. Donc là, je repars là-dessus. Voilà, donc là, c'est par exemple l'exercice d'interprétation que j'avais fait, donc j'avais pris tous les genres potentiels, les mots qui étaient associés, et puis ensuite les titres qui étaient associés, puis j'ai essayé de faire un travail de recomposition par rapport à ça, mais de fait, c'était un exercice d'interprétation a posteriori. Et donc c'est là qu'on en vient sur la rencontre entre nos deux approches, donc celle de Mathieu qui est plutôt informé sur une étude historique de la construction des genres, et la mienne qui est plus informée par les outils, et comment on s'est réunis autour de cette notion du roman anticipation. Alors, pour travailler sur le roman d'anticipation, donc ça c'était, on a fait cette recherche dans le cadre d'un projet d'une rencontre de deux ANR, l'ANR Numa Presse et l'ANR Anticipation dirigée par Claire, et on s'est dit qu'on allait réfléchir. L'un des problèmes que tout le monde connaît quand il travaille un petit peu sur l'anticipation, c'est qu'on décrit l'anticipation au XIXe siècle à partir du modèle contemporain de la science-fiction. On établit des différences, on parle de proto-science-fiction, de science-fiction archaïque, etc. Mais en réalité, on procède en inversant par rapport à une situation téléologique où on considère que la définition contemporaine de la science-fiction permet rétroactivement de définir des genres inaboutis, en quelque sorte, dans un modèle téléologique très caractéristique des études littéraires modernistes. Alors, notre réflexion a consisté à se demander comment on pouvait déconstruire ça. Alors, pour le déconstruire, qu'est-ce qu'on a fait ? On a établi un certain nombre de corpus de texte. Un premier corpus de texte, anticipation ancienne, un second corpus de texte, science-fiction contemporaine d'expression française, et un troisième corpus de texte, science-fiction internationale contemporaine. On en a fait d'autres, mais on en parlera peut-être après, puisqu'ils permettent de corriger certains éléments. Alors,
tu t'expliques comment on Oui, a... rapidement. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a distingué les romans d'anticipation qui étaient sélectionnés par rapport à aussi un autre corpus qu'on avait extrait. En fait, c'est des corpus... là, j'ai fait la même méthode que celle d'Underwood. Donc, j'ai extrait une sélection aléatoire des romans numérisés par Gallica sur la période. Donc, entre 1850 et 1900, il y en a environ 7000 qui ont été numérisés. Donc, j'en ai récupéré 2000. Donc on a quand même un corpus assez important qui couvre quand même assez bien. Alors évidemment, il y a qu'est-ce qu'on a numérisé, qu'est-ce qu'on n'a pas numérisé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais enfin on a quand même une diversité d'emblée. Et grosso modo, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de contraster. Donc on a créé un modèle pour apprendre à reconnaître le roman d'anticipation et le distinguer des autres genres. Et qu'est-ce qui émerge comme terme ? Bah là, c'est extrêmement surprenant en réalité. Parce que ce qui émerge comme terme, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, des termes qui correspondraient à ce qu'on imaginerait être aujourd'hui de la science-fiction, des termes plutôt techniques, mais au contraire, une terminologie beaucoup plus liée à, on va dire, une logique civilisationnelle. Donc beaucoup de termes liés à civilisation, peuplé, pays, période, public, peuple, France, populaire, et ainsi de suite. On les commentera après peut-être. On les commentera après. Mais grosso modo, c'était relativement étonnant et ça a contribué à alimenter notre réflexion critique sur finalement en quelle mesure ce genre existe-t-il. Alors, ce modèle de l'anticipation ancienne, en fait, il est bâtard entre deux méthodes. Il prend un corpus cohérent sur une époque, mais défini de manière anachronique, puisque l'unité d'anticipation ancienne n'est pas définie par les contemporains de l'anticipation ancienne, mais par les amateurs de science-fiction qui ont construit a posteriori le corpus anticipation ancienne. Donc, on est entre Underwood et sa déconstruction. Alors, première étape analytique, on confronte ce corpus à l'anticipation au roman de science-fiction français en prenant les romans de la collection Anticipation du Fleuve Noir, écrits par des auteurs de science-fiction française, et on regarde s'ils correspondent à ce modèle de l'anticipation ancienne. C'est bon ? Vous voyez comment on procède ? C'est-à-dire, on prend un corpus de texte entre 1950 et 1990, et on regarde s'il ressemble aux textes entre 1870 et 1930, tel que le modèle les a définis. À quoi est-ce qu'on a abouti ? On aboutit à une ressemblance relativement importante. C'est logique, puisque notre définition des textes anciens était produite à partir d'un modèle contemporain. Donc c'est pas illogique. Mais on reçoit une information qui nous met la puce à l'oreille. Et ça, on ne s'y attendait pas. Ça a été vraiment une découverte accidentelle. Vous voyez cette série, donc ça, ce sont les auteurs qui ressemblent le plus, et là-bas, ce sont les auteurs qui ressemblent le moins. Alors, vous pouvez peut-être pas les lire, mais on a peint de couleurs différentes ceux qui étaient nés avant 1940, dans les deux listes, et ceux qui étaient nés après 1940. Dans les deux listes. Autrement dit, ceux qui ressemblent le plus sont presque tous nés avant 1940. Ceux qui ressemblent le moins sont presque tous nés après 1940. Or, quelle est la différence ? Quand vous êtes né après 1940, vous avez 10 ans, en âge de commencer à lire des romans tout seul, quand la science-fiction existe déjà, la science-fiction américaine. Quand vous êtes né avant 1940, vous avez commencé à lire des romans dans l'entre-deux-guerres et des romans de l'entre-deux-guerres. C'est pas de la science-fiction, elle n'existe pas à ce moment-là, elle n'est pas importée en France. Et donc, ce que vous lisez, c'est de l'anticipation ancienne. C'est le modèle de l'anticipation ancienne. Autrement dit, tout en confirmant la définition transcendante, cet écart montre bien, cette analyse montrait bien qu'il y avait une différence significative entre les définitions des objets selon qu'on les prenait dans le passé ou à partir du modèle de la science-fiction. C'était donc une invitation à nous méfier de la définition formaliste anhistorique, anachronique, et une invitation à réinjecter une définition contextuelle. Alors, cette définition contextuelle, on avait un outil très simple pour l'appréhender. C'était tout à la fois les discours de l'époque et la situation éditoriale de l'époque. Or, l'un des grands massifs de ces romans qu'on appelle des romans d'anticipation à l'époque, ce sont les romans de machines d'inspiration vernienne. C'est-à-dire, non seulement Jules Verne, je crois qu'on a mis des images, non seulement... Ah bah oui, il y avait ce cas-là. Voilà. Ah, c'est dommage. On dit un petit mot, ouais. Deuxième élément de différence, quand même, très frappant, très intéressant, c'est... alors, je te laisse peut-être expliquer. Ouais, en fait, on avait fait un deuxième modèle qu'on n'a pas encore employé d'ailleurs ici, mais ce sera super intéressant de le employer. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement, en fait, lorsqu'on traite les corpus, on n'a pas seulement les mots, mais on a aussi les fonctions syntaxiques dans le texte. Donc concrètement, on sait que tel terme est en réalité un verbe, tel terme est en réalité un nom, un adjectif, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, on arrive à repérer un second modèle qui est beaucoup plus dans le stylistique, et non pas seulement en fonction du vocabulaire. Et là, on repère à nouveau dans ce qui s'éloigne le plus par rapport à la manière de rédiger de la science-fiction ancienne, c'est un style particulier qu'on a
Qui correspond au style Hardboiled, là je te laisse Pour, parler. pour le dire rapidement, donc certains, syntaxiquement, Ouais. certains textes, tout comme sémantiquement, ce qu'on a montré tout à l'heure, certains textes ressemblaient plus et d'autres moins, syntaxiquement, certains textes ressemblaient plus et d'autres moins. Et quand on regarde la nature de ces textes, donc c'est des portions de 1000 mots à la suite dans un roman, pris aléatoirement, Ouais. ceux qui ressemblent le moins, si vous les lisez, j'en ai pris un seul exemple, ils ressemblent à quoi? Au roman Hardboiled. Alors qu'est-ce que c'est le roman Hardboiled? C'est le roman de détective privé, le roman noir américain. Il ressemble à du roman noir américain. Or, ça pour moi c'est un élément tout à fait frappant, c'est que en réalité, il y a eu une mutation de l'écriture après-guerre qui a touché l'ensemble des genres de récits d'action et qui est le modèle du pulp américain, de l'écriture des pulps américains. Et cette écriture des pulps américains qu'on associe au roman noir américain, en fait, c'est aussi l'écriture de la science-fiction, du récit d'espionnage, du thriller, et ça touche l'ensemble de la manière d'écrire. Et donc c'est une autre rupture majeure qui nous montre bien que c'est pas seulement une affaire de sémantisme, d'objet ou de référent, disons, de monde, mais c'est aussi des changements dans la manière de dire le monde, dans la manière de rythmer, dans la manière de narrativiser les fictions, et donc on a vraiment une rupture forte. Alors donc, on en revient à ce deuxième exemple, cette deuxième mutation, c'est-à-dire cet ensemble de textes extrêmement cohérents, dans lesquels il y a les romans de machines extraordinaires, Jules Verne, Alphonse Braun, Louis Bousnard, des auteurs que vous ne connaissez pas, mais des romans qui s'appellent Voyage en aérostat, Le tour du monde à bicyclette, etc. Et dans lesquels vous avez tout ce qu'on rassemble aujourd'hui comme romans d'anticipation pour la jeunesse. En fait, ces romans d'anticipation pour la jeunesse sont publiés dans ces collections-là, qui sont des collections de romans pour la jeunesse, de livres de prix, ou de livres d'étrennes, et qui sont en fait qui sont séparés entre livres pour garçons et livres pour filles, très clairement, de genre. Et les genres pour garçons, en fait, ça s'appelle romans d'aventure scientifique, romans d'aventure extraordinaire, etc. Mais parmi ces aventures extraordinaires, il y en a avec des machines. Mais il y en a aussi, dans les 5 sous de la Varède, le voyage de quelqu'un avec 5 sous en poche seulement autour du monde. Vous en avez, Voyage à dos de baleine, mais c'est pas de la science-fiction, un voyage à dos de baleine, c'est improbable, mais c'est pas de la science-fiction, c'est excentrique, c'est curieux, etc. Et donc on a décidé de fabriquer un corpus, cette fois-ci, aventure. Aventure pour la jeunesse, dans lequel on intégrait notre anticipation ancienne pour la jeunesse, celle publiée dans ces collections-là. Et là, je te laisse... La surprise, c'est que en réalité... Alors, ce que j'aurais dû revenir avant, c'est qu'en fait, la classification, lorsqu'on a appliqué les résultats, on l'a pas faite sur les romans entiers, mais on l'a faite en découpant les romans. Alors, soit lorsqu'on avait les indications de page, qui n'est pas le cas systématiquement par page, soit par segment de 1000 mots, de manière conventionnelle. Donc, c'est intéressant parce que ça, d'emblée, on avait quand même l'intuition que un roman, c'est pas une totalité, c'est pas entièrement dans un genre ou dans un autre. Il peut y avoir des croisements, une textualité, des croisements. Alors, le truc étonnant, c'est quand on a appliqué Jules Verne avec le modèle roman d'aventure, on s'attendait à ce qu'il y ait des phénomènes de variation, et là je vous montrerai un autre exemple beaucoup plus tard où justement on a ces variations, ces alternances, mais on m'attendait à ce qu'il y ait des moments où on fait de l'aventure, puis pourquoi pas il y a des moments plus scientifiques, plus didactiques, qui décrivent concrètement comment fonctionne telle et telle machine, le sous-marin de Nemo et ainsi de suite. Donc justement, là on a pris Voyage au centre de la Terre. Et là, de manière extrêmement étonnante, en réalité, c'est que c'est de manière absolument écrasante le roman d'aventure. Donc vous voyez, chaque point c'est une page. Là, c'est un degré de probabilité qui se rapproche de l'aventure. Donc là, par exemple, on a quelques termes qui sont relativement à zéro, mais de manière écrasante, quasiment toutes les pages sont considérées comme étant massivement de l'aventure. Autrement dit, certes, quand on lit de manière anachronique Jules Verne et les romans de machines comme de l'anticipation, à partir d'un modèle science-fiction général, eh bien, ils y ressemblent un petit peu. Mais ils ressemblent infiniment plus à du roman d'aventure scientifique. Aussi bien que Louis Bousnard, Voyage, Aventure et chasse d'un petit Parisien, etc. Des romans totalement dépourvus de machines extraordinaires, etc. Donc, c'est contextuellement infiniment plus efficace de les décrire de cette façon. Ce que cela démontrait donc, premièrement, c'est que contextuellement, l'effet de généricité est infiniment plus puissant et qu'on a tort d'en venir à des définitions transcendantes. Ça peut marcher dans certains cas, pragmatiquement, mais il faut s'en méfier. Deuxième remarque, contextuellement, on s'est rendu compte également que des auteurs très différents du roman d'aventure pour la jeunesse et du roman de machine pour la jeunesse, mais des auteurs participant du corpus d'anticipation 1870-1930, étaient également plus proches du roman d'aventure que de la science-fiction moderne. Des auteurs comme Guy de Maupassant, Félicien Champsaur, Gabriel Tarde, Jules Lermina, Jean Richepin,
était étudié comme plus proche du roman d'aventure que de l'anticipation, alors qu'ils avaient des éléments d'anticipation et qu'a priori, on trouvait qu'ils ne ressemblaient pas du tout à l'aventure. Or, l'explication, là on peut peut-être remontrer la série des textes, l'explication, on la trouve de manière... Au début, on s'est posé la question, comment ça se fait? Mais regardez les mots qui définissent ce roman d'anticipation quand on l'avait formulé à l'époque. Pays, bête, civilisation, peuplé, peuple, France, populaire, français, nature, politique, république. Autrement dit, le roman d'anticipation, ce qui le caractérise, même si on a fabriqué notre corpus à partir de la science-fiction de manière anachronique, ce qui le caractérise, c'est un modèle patriotique, nationaliste, colonialiste. Autrement dit, ce sont les discours sociaux du 19e siècle. On a pris un corpus de manière anachronique, à partir d'une définition anachronique, mais la définition contextuelle a ressurgi malgré nous dans les mots qui sont sortis. Ce qui nous démontre de façon frappante que peut-être qu'on peut étudier les genres de manière anachronique et qu'on trouvera des choses. Mais en revanche, si on les étudie de manière contextuelle, ce qu'on voit, ce sont les imaginaires sociaux, c'est le discours social, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour comprendre une époque. Voilà où on s'était arrêté pour l'anticipation. Maintenant, on voudrait en passer au roman policier et prolonger notre réflexion à partir de différentes hypothèses. L'hypothèse seconde, c'est celle qu'on a entrevue avec l'anticipation, c'est l'idée que à une époque donnée, ou dans une période donnée, il n'y a pas une définition du genre, mais des définitions contradictoires du genre qui s'opposent. Et cette démonstration, on a essayé de la faire à partir du roman policier. Je te laisse... Oui, très bien. Alors là, ce qu'on a essayé justement, c'est d'opter pour une approche beaucoup plus systématique et beaucoup plus méthodique par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Donc auparavant, on avait juste fait commencer à faire quelques tests à partir justement d'interrogations qu'on commençait à avoir sur finalement est-ce qu'un genre anachronique ça marche vraiment ou pas. Et là, c'était vraiment la question qu'on avait. Et on avait agglutiné le corpus de manière graduelle par rapport à ça. Là, d'emblée, on est parti sur une détermination beaucoup plus précise sur ce qu'on voulait construire, ce qu'on voulait déterminer comme genre. Et là, on est un peu aidé par... donc là, je suis prêt de présenter... tu peux peut-être prendre... Ouais, je commence à te voir par ça. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, et là, c'est aussi une innovation qui est incroyable à partir des années 50, on en a discuté récemment, sur le fait qu'il y a des collections éditoriales au sein des romans. C'est-à-dire que les romans ne vont pas être balancés comme ça soudainement, mais vont s'inscrire dans des collections relativement cohérentes et qui ont d'emblée des effets de généricité affichés. Et qui d'emblée vont indiquer que tel roman va générer probablement tel type d'attente. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, et là c'est mon travail un peu en parallèle que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à récupérer tout le catalogue de la BNF. Donc là, vous avez la période 90 à 2018, et j'ai récupéré toutes les principales collections qui étaient publiées à l'époque. Alors il y a des collections qui sont purement globales, qui n'ont pas de vocation à exprimer une généricité. Donc la première, par exemple, c'est le livre de poche, qui est la collection à la Librairie Générale Française, et ainsi de suite. Mais d'emblée, dès qu'on descend un petit peu, on repère qu'il y a des collections qui ont des effets de généricité affichés, soit qu'elles s'affilient à un grand genre, soit qu'elles-mêmes essayent d'incarner un sous-genre au sein de ce grand genre. Donc par exemple, on va avoir collection Azur Harlequin, donc qui est dans le cadre du roman sentimental. On va avoir Grand Détective, qui est une collection qu'on va utiliser dans le cadre de 10 et 18, qui s'inscrit à la fois en policier, mais dans une sous-dominante du policier sur lequel on va revenir. On va avoir les historiques dans Harlequin, Passion dans Harlequin, et ainsi de suite. Donc d'emblée, on a une effet de déconstruction qui se met là d'emblée, et qui est très intéressant parce que cela permet d'avoir, sans avoir à les construire par anticipation, et donc sans faire un travail de reconstruction complexe pour éviter de se piéger, d'emblée, on a des effets de cohérence, d'ensemble, qui sont déjà affichés, qui sont déjà là, et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir construire les corpus. Donc là, c'est aussi une spécificité qu'on a justement par rapport au roman policier. C'est là aussi, la notion de littérature de genre va être pertinente. Et je pense que c'est aussi une spécificité qu'on va retrouver avec la fantasy, avec la science-fiction, qu'on a cette convergence au sein de collections qui va être rejouée et mise en évidence dans l'espace de la librairie avec des régionnages dédiés. Et donc on va avoir ce point d'ancrage commode pour effectuer des classifications automatiques, puisque indépendamment des enjeux de cohérence stylistique qui vont être là ou pas, on a une dimension performative, vu que c'est défini des horizons d'attente et ça cadre des conditions de réception de l'œuvre. Et donc c'est à partir de cela qu'on va commencer à collecter un ensemble de corpus. Donc là je reviens peut-être en arrière, tu pourras peut-être intervenir. Alors, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que les collections, elles ont un intérêt particulier. Quand vous mettez dans une collection de romans policiers un livre, c'est que vous dites c'est un roman policier. Et que vous pensez que votre public va penser que c'est un roman policier. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on se fie aux gens et qu'on arrête de dire nous, on sait ce que c'est, et on dit ça, c'est ça, et ça, c'est pas ça. On se fie aux gens. Et même si on pense qu'ils disent n'importe quoi, ça a un sens, quelque part. Deuxième point, chaque éditeur choisit quand même le livre. Et donc, chaque corpus, rien ne prouve que ça sera le même roman policier
chez Fleuve Noir, au Masque, etc. Et on sait bien, c'est pour ça qu'on l'a fait, on sait bien que c'est pas exactement la même chose. Et donc il s'agit de réfléchir à ça. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de travailler comme des forçats, hein, il faut le Ouais, dire. c'est un peu dur. On a fait un corpus global de 2500 romans policiers. Bon. Dans ce corpus global de 2500 policiers... Il y en a plus en fait. Ouais, mais il y a un moment... Ouais, bon. Dans ce corpus global, on a fabriqué 1200... On a classé 1200 romans par genre, par collection. Par collection. Quelles sont ces collections? La série noire de 1940 à 1960. Pourquoi? Parce que ça fabrique un corpus qui est le premier corpus du noir. Le masque avant. Le masque, puisque c'est une collection qui existe avant, mais sur une période relativement longue, parce qu'on ne les trouve pas bien, les masques vieux. Et d'ailleurs, c'est significatif, à mon avis, du déclin d'une forme de roman policier. Donc, le Fleuve Noir Spécial Police, qui est contemporain de la série noire 40-60, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on avait, du coup, des échanges entre deux collections, mais qui a cette particularité qu'il ne publie que des auteurs français, là où la série noire entre 40 et 60 publie que des étrangers. Ou quasiment que des étrangers. Et donc, on voit bien que là, il va y avoir des échanges. On a placé également dans l'ensemble la collection... Alors, non, j'en parlerai après. Ensuite, série noire 70-2000. Pourquoi est-ce qu'on a séparé les deux? Parce que d'un seul coup arrivent les auteurs de néo-polar, et dans les 70-2000, on a sélectionné que les Français, parce qu'il y a l'affirmation d'un nouveau genre dans une maison d'édition qui dit... une série d'auteurs, Manchette, etc., qui disent « nous, on fait autre chose ». Et donc, on s'est dit, bon, ils disent qu'ils font autre chose, on va voir si ça se joue vraiment. Et puis, on a ajouté toute une série d'autres collections. Grand Détective, chez 10-18, ouais. On en avait. Rivage, Rivage Noir, hein, la grande collection Rivage Noir. Pocket Thriller et Acte Noir. Alors, petite remarque, toutes ces collections, on ne les a pas choisies n'importe comment. La série noire 40-60, c'est aussi quelqu'un. C'est Marcel Duhamel. Rivage Noir, c'est... comment il s'appelle François Guérif. Le Masque, c'est Pigasse à l'origine. Grand Détective, c'est Zilberstein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et des gens qui affirment une identité. Autrement dit, il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier d'effet doctorialité éditoriale. C'est-à-dire une voix qui dit, par les textes que je prends, j'affirme une subjectivité, une interprétation du genre. Et pourquoi est-ce que dans le policier ça marche bien? Parce que contrairement, par exemple, à Gallimard ou à une autre collection, vous allez avoir des effets de brouillage par sociabilité ou autre. Là, c'est de l'assemblage, les genres policiers, puisque c'est essentiellement de la traduction. Et donc, vous pouvez prendre un roman un peu ancien, un roman un peu récent, et par votre travail d'édition et par votre travail de traduction, vous constituez une énonciation. Donc, il y a des effets de cohérence très forts dans la traduction qui nous semblaient intéressants. Et puis, de l'autre côté, il y avait évidemment des auteurs, des collections moins individualisées, comme Fleuve Noir, mais qui étaient tellement dans le dialogue avec la série noire, etc., que ça nous paraissait intéressant. Et puis, on a ajouté des corpus qu'on a trouvés à droite, à gauche. Le policier japonais, à vrai dire, on n'a pas énormément de choses à en dire. Le thriller ésotérique. Il y avait quelqu'un qui avait rassemblé toute une série de thrillers ésotériques. Et puis, l'espionnage. Oui, l'espionnage. Alors, l'espionnage, en fait, il y a eu un petit malentendu. Ouais. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, c'était un petit peu ambigu. C'est un gros corpus d'espionnage. On s'est trompé en indiquant les dossiers où il fallait chercher les... et en fait, il y avait massivement du Fleuve Noir espionnage. Et du coup, c'est très intéressant. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les auteurs d'autres collections, mais il y avait beaucoup de Fleuve Noir espionnage. Je dis ça par avance parce que ça nous a permis par hasard de découvrir des choses intéressantes. Et Fleuve Noir espionnage, c'est contemporain de Fleuve Noir Spécial Police, et donc de la série noire, etc. Donc c'est intéressant. Et puis, enfin, ça c'est à toi de le... Ouais, mais j'en parlerai plus en détail dans la partie suivante, mais on a créé aussi un corpus d'autres genres romanesques, et là je pense que c'est aussi l'idée finalement quand travail qu'on a mené actuellement sur Policier, on va le poursuivre dans d'autres domaines, qui est constitué, voilà, pour le coup, qui va être un bricolage, ça j'y reviendrai après, mais qui est contribué notamment à partir des catégorisations adoptées par les contributeurs du site Babelio, donc je sais pas si vous connaissez ce site, qui a un site alimenté par des contributeurs en ligne qui vont classer des tas de romans et qui vont opérer des classifications. Donc ça, on en parlera après. Donc ça c'est bon. Peut-être tu... Je sais plus... Là, je décris comment mon modèle fonctionne. Donc ouais, ça va être pas mal, ouais. Ok. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait donc environ 1600 romans qui étaient classés par collection. Donc, ce qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait utilisé à présent. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, pour classer l'anticipation, j'avais repris un corpus d'environ 200 romans. Donc, c'était beaucoup plus rapide. D'ailleurs, là, c'était beaucoup plus complexe. On a eu beaucoup plus de mal pour avoir les résultats. Et en plus, non seulement on a beaucoup plus de romans, mais on a beaucoup plus de genres. Puisque là, par exemple, sur les genres du policier, on est à 11 genres, entre guillemets. Donc, 11 ensemble, plutôt. 11 ensembles différents. Et là, forcément, ça se traduit par des entailles beaucoup plus longues pour le modèle, avec aussi des échecs, etc. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus douloureux.
Ce que j'ai fait, donc progressivement, alors mais là je pense que c'est une méthode qui peut être aussi prototypique pour d'autres analyses de plus grande envergure, notamment si on veut commencer à s'intéresser aux genres romanesques dans leur ensemble. Donc là, finalement, j'ai pris 1000 romans parce que j'ai gardé pas plus de 200 romans par collection, parce que par exemple, dans Grand Détective, on avait 575, donc on avait quand même une forte dominante, mais en réalité, 200, c'est largement suffisant pour définir une entité éditoriale. Il faut bien voir que 200 x 13, ça fait quand même beaucoup. C'était pas... Voilà, justement, c'est pas x13, parce Non. que il y a pas mal de moins. collections, par exemple Ouais. le Masque, on avait que 40. Ouais. Il y a des collections qui sont beaucoup moins présentées, et c'était aussi une manière de les faire remonter, parce que si on a trop de romans d'une même collection, résultat, ça brouille le modèle, parce qu'il s'attend à trouver beaucoup plus de textes cette collection-là. Donc là, c'était mieux de procéder comme ça. Et à chaque fois, là, c'est aussi important, et là, je pense qu'un outil qui est vraiment important, c'est que la sélection est aléatoire. Donc concrètement, il y a cette idée que parmi ces 500 romans, ça crée un effet de diversité, on va pas avoir, a priori, de biais énormes dans la sélection des textes, puisque la resélection, elle est a priori aléatoire. Et puis au sein de ces corpus de 1000 romans, je suis divisé en un corpus d'entraînement et un corpus test. Donc là, c'est une division qui est assez courante, mais qui était en fait utile pour nous pour pouvoir tester ensuite dans quelle mesure les hypothèses du modèle vont coïncider avec les collections, parce qu'on avait quand même cette hypothèse de savoir si ces collections éditoriales, elles avaient bien une signification stylistique ou peut-être pas du tout. C'était juste des gens qui rassemblent des romans un petit peu dans la chance. Et bon, on avait des hypothèses quand même que des collections comme Série Noire de Gallimard, ça allait probablement être assez cohérent, mais ça pouvait ne pas être le cas. Donc on a divisé en deux parties, on a pris 600 romans toujours sélectionnés aléatoirement et 400 romans toujours sélectionnés aléatoirement comme corpus test pour voir comment ça allait coïncider. Et puis enfin, dernière sélection, on n'a pas pris plus de 50 segments de 1000 mots par roman, toujours pour l'idée de ne pas avoir des corpus d'entraînement trop larges, et ce qui permet à nouveau d'éviter de pondérer, de faire en sorte que des romans de 1000 pages, si il y en avait, soient beaucoup plus importants et définissent beaucoup trop le modèle par rapport à des romans beaucoup plus courts. Donc voilà à peu près toute la petite cuisine interne qu'on a développée pour pouvoir avoir à la fois des modèles qui soient pas trop vastes, mais aussi qui amplifient la diversité sous-jacente de ces textes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a 15 modèles établis. 15, c'est ça? 11. 11, pardon. On a 11 modèles différents. 11 modèles différents. Après, on prend des portions de texte et on demande à la machine, une fois qu'on avait constitué nos modèles, de nous dire ces portions de texte pris au hasard, de 1000 mots pris au hasard dans le roman, hein, on demande à la machine de nous dire à quel genre, à quel ensemble appartiennent ces portions de texte. Autrement dit, la machine doit deviner si ça appartient au Masque, au Fleuve Noir, à Rivage, etc., à partir de 1000 mots. C'est quand même difficile, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cet exercice, on vous donne 1000 mots dans un roman, et vous dites, ah ben ça appartient... Bon, on y arrive un peu, mais c'est quand même... bon. Alors, ça, c'est les modèles tels qu'on les a constitués, et puis donc on va progressivement, on les décrira un peu après, plus tard, oui, pour travailler en... Oh si, on va les décrire maintenant. Oui, On décrit maintenant. et donc on va commencer par décrire les modèles pour que vous voyez, parce que au début, moi je dois dire que quand on a vu les résultats des modèles, eh ben, c'était un peu décevant. Alors là, c'est les principaux mots, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de travailler sur les 100 premiers mots. Mais là, on ne peut pas tout afficher. Mais on ne peut pas tout afficher. Mais je vais les décrire, un peu plus. Par certains genres. Voilà. Là, donc, vous voyez, vous avez des mots qui a priori servent à rien. On peut les éliminer. Être, lui, ce. Bon, on se doute bien que ce n'est pas exceptionnellement significatif. Puis on voit bien qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus importants. Par exemple, Lord Sir dans le Masque, ou espionnage, je suppose que Washington ou renseignement, c'est plus important. Et puis alors, du coup, on fait un peu qualitatif, on supprime ce qui paraît pas servir à beaucoup, et dès qu'il y a un mot un peu significatif, on le sélectionne. Sur les 100 mots, et en fait, la plupart du temps, c'était sur les 50 premiers mots. Les premiers. Par exemple, espionnage, dans les 60 premiers mots, vous avez américain, agent, réseau, questionnaire, adversaire, mission, renseignement, etc. Grand Détective, vous voyez la collection Grand Détective, c'est une collection de romans policiers, dont une grande partie sont des romans policiers historiques, en costume, au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, etc. Et une grosse partie aussi, en fait, sont des auteurs qui publiaient au Masque avant, et qui sont des auteurs de l'entre-deux-guerres, de whodunit, c'est-à-dire de romans énigmes, qui se passent en Angleterre. Et donc, dans les milieux des cottages anglais, etc., comme vous connaissez certainement l'esprit. Et là, vous avez maître, jugé, roi, scellé, miss, toutefois, époux, duc, domestique, etc. Bon, palais, lady, etc. Bon. Puis si on prend par exemple thriller ésotérique, qui est un corpus qui ne correspond pas à une collection, bah vous avez, alors là ça devient presque, on a l'impression que c'est... Vraiment ésotérique pour le coup. Voilà. Alors, première remarque, on se dit, bah oui, on s'en doutait un peu quand même. Et moi je dois dire que c'est un peu le réflexe que j'ai eu. En même temps, la machine travaille bien, c'est pas étonnant qu'elle y parvienne. Et puis alors, on voit bien quand même que les possibilités de brouillage, par exemple, Grand Détective, historique, et thriller ésotérique, on se doute bien qu'il va y avoir des moments de brouillage. Parce que il suffit, alors là on a un exemple, il suffit qu'un roman de grande détective parle beaucoup de prêtres et de problèmes mystérieux, de religion,
pour que d'un seul coup la machine se dise, oh là là, un prêtre, un manuscrit, voilà, un manuscrit, etc. Mon Dieu, c'est un roman ésotérique. Bon. Et donc, je dois dire que... alors, on continue et on regarde d'autres genres qui, a priori, sont moins différents. Prenons série noire 40-60, fleuve noir contemporain, série noire 70-90, le néopolar, et Rivage qui est après, vous savez, c'est 90 à aujourd'hui. Mais c'est un petit peu les mêmes romans. Si je décris vite fait, la série noire, c'est le premier roman hard-boiled, c'est Dashiell Hammett, Chandler, c'est le détective privé, etc., qui casse la figure aux gens. Fleuve noir, c'est la même chose, mais avec des auteurs français, ça se passe en France. Série noire néopolar, c'est Manchette, etc., donc c'est une autre forme de roman noir. Et puis Rivage, souvent, c'est les romans de la série noire, mais retraduits par Guérif, parce que Guérif a dit... La série noire traduisait n'importe comment. Ces auteurs sont parmi les plus grands auteurs américains. Il faut les traduire sérieusement. Et alors, quand vous regardez, c'est quand même assez étonnant. Tout à la fois, comme c'est quand même finalement caricaturalement les mots auxquels on s'attendrait, et ils sont classés dans l'ordre d'importance. Ouais. Donc, dollar, parmi les tout premiers mots, coup, figure. Alors, le coup sur la figure, on se doute bien qu'ils sont pas très loin. Le gars, Joe, même Joe, je veux dire. Bon, le shérif, etc. Et puis, fleuve noir, vous avez gendarme, commissaire, patron, etc. Série noire, vous voyez qu'il y a un vocabulaire qui est directement plus cru. Con, gueuler, caisse, merde, truc, barré, garé, poil, etc. Bon. Et Rivage, alors là, on se dit que la conception du littéraire chez Guérif, elle est franchement dans un niveau de crudité inattendu. Ouais, baiser, mec, dollar, merde, cul, queue, fumée, flic, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des liens entre toutes ces séries qui sont soit des reconfigurations locales, soit des situations de successivité dans les pratiques de conception du noir. Puisqu'on a 3 époques. Regardez par exemple une chose tout à fait frappante, c'est le rapport du fleuve noir, donc épigone de la série noire, à la série noire. Vous avez dollars, vous avez francs. Alors c'est le même genre, mais vous avez dollars et francs, shérif, commissaire, cigarette et cigare, et vous avez même, amusant, attendez, il faut que je retourne. Alors whisky, ça devient bouteille, parce que le whisky c'est pas local. Et est-ce que je l'ai mis il y avait bar qui devenait café ou un truc comme ça. Bon. Et donc on voit bien ce que c'est que la reconfiguration d'un imaginaire sériel en fonction des situations locales. La manière dont on va en quelque sorte acclimater un genre à un nouveau régime local. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que vous vous souvenez, c'est ce que Anne-Marie Thiès dit par exemple par rapport au roman historique et à l'imaginaire historique. Elle dit « Chaque pays définit son historicité propre, mais tous les pays le font de la même façon avec un hymne national, une danse folklorique, un plat traditionnel, etc. » Et donc on est dans une mondialisation localisée. Ou alors, Marie-Ève le sait bien, pour les mystères urbains. Le mystère urbain, on a dit c'est dans tous les pays pareil, mais tout le monde dit que c'est local. Et bien on voit bien là comment concrètement ça va prendre la forme d'éléments uniques, comme ça, ponctuels. Et puis alors, intéressant, pour le néopolar, on voit bien aussi des éléments qui disent ce qu'affirmait Manchette, et que des épigones ont fait, la dimension politique du néopolar. Vous avez ouvrier, social, rouge peut-être, on ne sait pas, français, et puis flic. Et puis alors le whisky, ça vient de la bière. Et donc on voit comme les choses se transforment en fonction des logiques locales. Bon. Et puis on voit une accentuation de la vulgarité pour dire la crudité du monde, la brutalité du monde. Bref, on peut étudier comme ça tout à la fois des situations, des situations de mutation à la même époque et des transformations en fonction des époques, des situations synchroniques suivant les pays, suivant les lieux, et des transformations. Et puis, dernier point qui me paraît très important. Au début, moi je me suis dit, mince, tout ça, pour arriver à trouver que c'est des dollars et du whisky, oui, on savait, n'importe quel cliché du roman noir, il y a un détective privé qui boit du whisky et qui fume une cigarette. Donc c'est pas la peine. Et puis, ma foi, le fleuve noir, toute personne qui a vu un film des années 50, noir des années 50, sait bien que c'est un peu ridicule parce que ça ressemble aux Américains, mais ils boivent leur petit café au comptoir. Bon. Et on peut continuer comme ça pour chacun des genres. On le sait à l'avance. Et de la même façon, pour les anciens, on sait bien que... j'ai pas pris l'exemple là, mais on sait bien que, parce que pour le masque, on dit, parce que c'est les principaux mots, Mister, Mrs, Lord, Sir, vestibule, monsieur, domestique. etc. Domestique, etc. On le sait, parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on l'imagine. Bref, la machine fait sortir les gros stéréotypes, les clichés, les poncifs. Bon, et on les connaît déjà. Mais moi, il y a une chose que j'avais pas identifiée, et je pense qu'elle est vraiment importante pour comprendre ce que c'est que la lecture sérielle. C'est que
ces clichés, ces figures récurrentes, elles prennent une forme sémantique extrêmement puissante et elles sont repérées par la machine comme des éléments clés. Or, ça ressemble quand même très fort à ce que, dans un tout autre contexte, le théoricien Hiroki Azuma définit comme les éléments d'attraction dans les mangas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans les mangas, les amateurs maintenant de mangas qui collectionnent les figurines, etc., l'histoire, ça les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est d'acheter des figurines, par exemple, de tous les personnages féminins en costume d'écolière. Ou alors d'avoir le personnage féminin avec les cheveux blonds, puis avec les cheveux bleus, puis etc. Ou alors de l'avoir avec une grosse tête et une petite tête, etc. Bref, il appelle ça des éléments d'attraction. Il dit, en fait, le manga, c'est toute une série de petits éléments d'attraction qu'on peut recombiner à l'infini. Et il dit, ce qui intéresse les gens, c'est ces éléments-là, une sorte de fétichisme. Et dans la culture asiatique, le fétichisme, on sait bien qu'il y a une dimension fétichiste de ces imaginaires. Eh bien, je me demande si la sérialité, en réalité, on le voit dans ces éléments sémantiques, si le plaisir de la lecture sérielle ne repose pas aussi sur une fétichisation de certains éléments sémantiques ou de certains éléments imaginaires, et si le plaisir de la lecture, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas seulement dans la tension narrative ou dans la superstructure narrative, mais pas aussi dans la rencontre de ces éléments fétichisés qu'on doit retrouver au même moment et qui produisent le caractère tout à fait particulier de la jouissance. Ce que je veux dire, c'est que la cigarette que s'allume le privé français ou le whisky que se boit le privé américain ou le domestique qui entre dans le vestibule produisent, indépendamment de la structure narrative, des éléments d'une jouissance sérielle qui sont extrêmement puissants et qu'à mon avis, on sous-estime ou on évacue sans les comprendre dès lors qu'on parle de clichés, de stéréotypes. Parce que précisément, l'investissement est important et je pense que ça ressurgit de manière très forte ici. Je passe d'autres choses parce que... c'est à toi. Sur les thrillers aussi, tu n'as pas me parlé. Ah, si, quand même. Quand même, ça vaut le coup. Thriller, c'est intéressant parce que thriller, là, on a fait une petite découverte. Parce que le thriller, on sait ce que c'est, on a peur. Alors, oui, parce qu'on sait bien, là, on peut reprendre Todorov. Todorov dit, et c'était tellement frappant qu'on s'est dit, mince, on a redécouvert le modèle transcendant de Todorov à partir de notre modèle contextuel. Todorov, il dit, il y a 3 genres de récits policiers, vous le savez certainement, il dit, ça forme un triangle, il y a le récit du criminel, le récit de la victime et le récit du policier. Le récit du policier, c'est le récit à énigme, il faut trouver le criminel. Le récit du criminel, c'est le roman noir, c'est un peu des gangsters, ils se bagarrent, etc. Ils font des actions répressives. Et puis il y a le 3e genre, celui de la victime, c'est le thriller, et on a peur. Donc c'est le thrill. Le thrill, c'est on a peur. Bon. Donc on s'est dit, on a regardé les thrillers, et on voit en effet concentré, sang, tueur, bébé. Alors ce qui est intéressant dans thriller, c'est que d'un seul coup, les mots ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas que sang. Mais dès que vous associez sang, bébé et parking, immédiatement vous comprenez la signification de chacun des mots. Bon. Et puis vous avez aussi beaucoup de mots qui renvoient à la nécessité d'aller vite. Et puis il y a tout un vocabulaire encore plus important parce que ce sont les premiers mots en réalité qui sont portables, ordinateur, équipé ou équipe, ça on ne sait pas, écran, dossier, image, photo, carte, date datée, système, contrôle contrôlé, transmettre, identité. Bref, un vocabulaire qui est le vocabulaire de la communication. De la communication moderne, technologique, mais surtout, me semble-t-il, de la communication. Pourquoi de la communication? Parce que l'angoisse dans le thriller, les éléments essentiels dans le thriller, qu'on soit du côté du policier ou de la victime ou d'un kidam qui veut échapper à une condamnation fausse, l'angoisse à tout moment, c'est la possibilité de savoir les choses, et cette pression permanente du récit est une pression qui repose autour de la question de l'information. Et donc, cette dimension informationnelle, elle ressort naturellement, de manière grossière, mais vraiment grossière, parce que c'est vraiment les premiers termes, dans la classification du thriller. Et peut-être on la sous-estime quand on parle simplement du thriller. On ne voit pas qu'il y a quelque chose qui parle, et qui expliquerait pourquoi le thriller est le grand genre aujourd'hui du polar. C'est que la question centrale de notre société, c'est la question de la communication. Le thrill aujourd'hui, c'est la communication. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de compiler, en fait, on a essayé de comparer les... je partais de là. Ce qu'on a essayé de voir, en fait, c'est comme vous vous souvenez qu'on avait le corpus test d'un côté et puis le corpus d'entraînement de l'autre, on a essayé de voir dans quelle mesure le modèle avait raison ou pas. Et là, ça fait un peu écho à ce que disait Mathieu. Donc, on a pu repérer qu'effectivement, il y avait des mots qui étaient relativement caricaturaux. Donc, de fait, il y a effectivement des stéréotypes, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche dans la plupart des cas ou pas? Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de compiler les probabilités de classification moyenne pour chaque collection. Alors, ce qui marche le mieux, c'est les polars japonais, mais là, c'est un petit peu
peu biaisé parce qu'il se passe au Japon. Et donc forcément, on a tout un vocabulaire qui indique que ça se passe au Japon, et donc c'est très différent du reste. Mais ce qu'on a aussi, et là ce qu'on peut repérer, c'est que par exemple, pour la série noire néopolar, c'est un des genres les plus faciles à reconnaître, donc qui monte jusqu'à près de 55%, donc on est sur un phénomène qui est assez fort, donc c'est la probabilité moyenne de tous les segments de mots qui relèvent de la collection. Et après, on peut descendre, mais grosso modo, ce qui ressort quand même, c'est que quand même souvent, il y a la bonne collection qui ressort assez largement. Et que ça commence un peu à s'étioler plutôt lorsqu'on redescend justement au niveau du thriller. Et ce qui justement pointe aussi le fait que peut-être que c'est un genre qui fonctionne bien aussi parce qu'il est plus diffus et qui s'ouvre sur d'autres genres. Et là, c'est un point qu'on est là, sur lequel on reviendra après. Mais on est effectivement sur quelque chose qui est peut-être moins codifié et moins immédiatement visible. Mais donc, effectivement, on a ces genres qui sont quand même relativement bien reconnus. Et alors, après, ce qu'on a essayé de voir, c'est justement les échecs. Parce que c'est quand même ce qui est souvent intéressant avec les classifications. Vas-y. Juste une insiste d'une seconde. Oui. Quand c'est 55%, il faut comprendre, c'est énorme. Oui. Parce que c'est sur une portion de 1000 mots pris au hasard. Hein. Oui. C'est pas sur l'ensemble du livre qu'il travaille. Il travaille sur 1000 mots. Vous vous rendez compte, vous prenez 1000 mots au hasard, à 55% du temps, il trouve le bon mot. Et il n'a aucun des éléments contextuels que nous on a lorsqu'on lit un livre. C'est vraiment en envoûtant des feuilles au hasard sans même savoir comment le texte est disposé, donc imprimé au kilomètre, et voilà, essayer de retrouver à partir de ça. Voilà, donc ça marche assez bien, et donc c'est vrai qu'on a effectivement cette hypothèse qui est largement confrontée du fait que la collection, elle a un effet de genre, ou un effet en tout cas de reconnaissance lexicale qui fonctionne bien et qui va dans le sens que tu dis sur les stéréotypes. Alors ce qu'on a essayé de voir ensuite, c'est les échecs, et là par exemple, un des échecs qui est assez marrant, c'est par exemple le fait que on va avoir dans Acte Noir des romans qui vont être classés comme romans japonais, et en fait c'est vraiment du polar japonais. Parce que ils éditent aussi des polars japonais. Donc là, par exemple, je vous ai mis un petit extrait. Alors, ce qu'on a essayé ensuite de voir, c'est qu'on a compilé tous les échecs et on a essayé de voir quels étaient les principaux crossovers entre collections. Donc là, ce qu'on a comme crossover, c'est par exemple entre Pocket Thriller et Act. Alors, il faut savoir, Pocket Thriller, c'est quand même une collection qui est plus hétérogène, je pense, que d'autres collections. Donc, c'est une collection sous format poche qui, à mon avis, inclut beaucoup de rééditions. Donc, on n'est pas dans la même logique que celle de Grand Détective ou celle de la série noire. On est vraiment dans une logique de sélection forte. Là, on est plus dans une logique de donner une seconde vie à des textes qui sont plus anciens et les reconfigurer, éventuellement les relabelliser sous la notion de thriller. Mais il y a quand même cette logique-là. Donc, on a effectivement cette logique-là. Ce qui est très intéressant, et là, on a pas mal discuté aussi avec Mathieu, c'est le fait qu'il y a un fort recouvrement entre le Masque et Grand Détective. Donc, parce que Grand Détective inclut des rééditions, mais aussi parce que Grand Détective opère un déplacement à l'associer à un élément qu'on trouve intéressant, c'est que ces romans anciens, ils vont être reconfigurés au sein de Grand Détective comme étant des romans avec une lecture historique. Donc Agatha Christie n'est pas seulement lue parce qu'elle décrit un bout du unit avec une énigme à résoudre, mais elle aussi parce qu'elle décrit un cadre qui est celui de l'Angleterre entre 1920 et 1950, grosso modo, et qui est celui auquel s'attendent les lecteurs de Grand Détective. Et puis donc on va avoir également d'autres circulations, donc c'est ce que mentionnait également aussi Mathieu, donc à cause de l'erreur que j'ai faite de confondre la série Espionnage Fleuve Noir avec Espionnage en réalité, on retrouve quand même cette collection avec Fleuve Noir parce que c'est les mêmes auteurs, donc ça peut aussi rendre compte de séries de recoupements entre autorialités. Je prends quelques remarques sur ces mélanges parce qu'ils sont. D'abord, c'est parlant parce que sur les 50 premières erreurs que produit la machine, il y en a plus de la moitié dans les premières, les plus fortes. Ouais. Parce qu'elle répond avec un taux de pourcentage. Elle dit, je suis sûr à 99% que là, c'est ça. Mais parfois, plus 99% pour le roman japonais, par exemple. Voilà. Mais parfois, elle dit, je suis sûr à 50%, ça me paraît un peu bizarre et elle n'est pas trop sûre d'elle. Ouais. Donc, mais quand, dans les 50 premiers, où elle est sûre à 99,99%, il y en avait 27 ou 28, donc plus de la moitié, qui étaient des romans d'espionnage, du corpus de romans d'espionnage qu'elle confondait avec la collection Fleuve Noir. Mais tous ces romans d'espionnage étaient des romans d'espionnage de Fleuve Noir. C'était la collection. Or, les auteurs des romans d'espionnage de la collection Fleuve Noir écrivaient aussi dans Special Police. Ça, c'est intéressant, c'est un genre différent. Donc, c'est pas les mêmes stéréotypes, mais la manière d'écrire des auteurs français, puisque les autres sont américains, la manière d'écrire des auteurs français, ou alors disons les références. En même temps, les références, c'est pas les mêmes, puisque l'espionnage, ça se passe pas en France. Donc la France est beaucoup moins présente dans l'espionnage. Donc c'est pas le même monde non plus. Mais, par exemple, le héros de l'espionnage, il est hard-boiled et il est décrit de la même façon. Et d'ailleurs, les couvertures, vous en prenez deux. Je crois que j'en avais mis, non ? Ah non, je les ai pas mises finalement. Les couvertures, c'est les mêmes. On a l'impression que c'est la même collection. Et c'est les mêmes auteurs. Donc, des effets de confusion de cet ordre. Deuxième point, ce qu'on disait pour Grand Détective et Le Masque. Ce que fait Grand Détective, c'est qu'il réédite des auteurs qui ont beaucoup été publiés dans Le Masque. Mais il fait quelque chose qui modifie complètement notre appréhension de ces ouvrages. Il met une couverture qui est un vieux tableau des années 30 ou 40.
Et du coup, on lit ça. Et pour les autres, pour le Moyen-Âge, il met une couverture du Moyen-Âge. Pour un roman qui se passe au XVIIIe siècle, il met une couverture du XVIIIe siècle, etc. Et donc, les romans qui se passent dans les années 20, 30 ou 40, on les lit comme des romans historiques. Parce que la couverture nous les présente comme un univers britannique de l'entre-deux-guerres qui prolonge le roman édouardien, le roman victorien, le roman policier victorien ou édouardien. Et donc, il invite à une reconfiguration de la signification pour la réception. Bon, je passe sur les autres exemples de confusion. Mais, alors oui, on en arrive à ça. Ça, justement, tu vas avoir des trucs commentés, je pense. Alors là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a représenté à peu près les mêmes types de croisements, mais cette fois-ci sous forme de réseau. Donc concrètement, vous avez ces différents points qui correspondent chacun à une collection, donc il y en a 11. Et puis ensuite, vous avez des effets de liens qui se dessinent. Plus le lien est intense, plus la connexion est forte. Et puis aussi des effets de positionnement, parce qu'il essaie d'optimiser le réseau en fonction de la position respective des éléments les uns par rapport aux autres. Et donc ça dessine quand même tout un ensemble. Et là, je pense que Mathieu fera peut-être mieux le commentaire que moi. Donc c'est un réseau d'erreurs, vous avez compris ? Oui. Chaque lien est dans la couleur, c'est objet d'origine. Si par exemple, espionnage bleu vers fleuve noir, si c'est important, c'est parce que beaucoup de romans d'espionnage sont pris pour des fleuves noirs spécial police. Et pareil pour polar japonais, Voilà. Acte. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'Acte reprend en public des romans polar japonais. Et alors, bon, pour que ce soit plus cohérent, il va mettre plus près les choses qui produisent plus d'erreurs entre eux. Hein, pour que ce soit... Bien, quand vous regardez, c'est quand même assez frappant de voir se redessiner ce qu'on avait identifié dès le début. Le whodunit, très éloigné du hardboiled, et entre les deux, le thriller. Première chose. Et puis le japonais, le japonais, vous avez compris. Il y a des faits un peu à l'écart. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Donc ça, c'est la première chose, on se dit immédiatement ça. Deuxième chose qui me paraît très intéressante. En fait, cette configuration, elle dessine aussi une structuration historique et des modèles de transformation historique. Je m'explique. Pourquoi est-ce que Rivage est au centre ? Rivage est au centre parce qu'il dialogue à la fois avec la série noire des années 40-60, qu'il retraduit, avec le néopolar, dont dans le fond, il tire cette importance du vocabulaire cru, de la brutalité, etc. Et puis, il se retrouve finalement se confondre avec Fleuve Noir, puisque Fleuve Noir, de toute façon, imite ça, dialogue avec ça, et donc, forcément, trouve des terrains communs. Et puis, ici, vous avez l'ensemble, un deuxième ensemble qu'on voit bien, assez proche, mais c'est pas seulement le thriller. C'est les éditeurs contemporains les uns des autres. Tout comme, ici, vous avez les éditeurs contemporains les uns des autres. Et ici, vous avez un troisième ensemble, c'est pareil. Mais comme Grand Détective réédite le Masque, il y a un effet de contemporanéité très fort. Autrement dit, en fait, par le travail des erreurs et des confusions, on peut définir tout à la fois un effet de généricité, un effet d'échange contemporain entre les œuvres, parfois synchroniques par des effets de reconfiguration locale, et des effets d'héritage. Dernier point, on peut repérer aussi des effets d'échanges éditoriaux, comme ici, mais en réalité comme ici aussi. Et ça, c'est une chose qu'on a mis longtemps à comprendre. Pourquoi il y avait autant de confusion entre Rivage, qui fait du noir, Acte, dont le grand centre, c'est le polar nordique. Hein, Acte, c'est eux qui ont inventé le polar nordique. Et puis Thriller, chez Pocket, qui propose tous ces romans thrillers, très populaires, grand public. Et bien en fait, parce que Rivage Noir, c'est une collection de poches, qui réédite un certain nombre de rivages, dont les rivages thrillers. Autrement dit, il y a une reconfiguration dans Rivage Noir qui insiste sur ce lien-là, mais en fait, de manière dissimulée, il y a une forte interaction avec le modèle du thriller chez Rival, chez l'éditeur. Alors, ce qu'on voit du même coup, c'est apparaître finalement un certain nombre d'informations qui nous paraissent fondamentales pour réfléchir à cette question de la généricité. On peut en donner quelques éléments rapidement. D'abord, la question de la généricité est une question qui fonctionne de manière contradictoire. On voit bien dans ce schéma, tout à la fois qu'il y a des effets de nodalité, de nœuds définitionnels. Et comme on a pris les collections, les nœuds définitionnels sont les collections. On aurait pris, par exemple, des corpus nationaux,
mais c'est trop compliqué parce que c'est des langues différentes, on aurait eu des nœuds nationaux. On aurait fait nos schémas à partir de figures prototypiques, de grands auteurs et de leur influence. On aurait eu des nodalités par auteur. Mais chaque fois, on aurait produit des généricités. Le premier point, donc, c'est qu'il y a des effets de nœuds. Le deuxième point, c'est qu'en fait, la généricité se définit, et on le voit très bien là, exactement comme Wittgenstein décrit la ressemblance de famille. C'est-à-dire que ce que dit très bien Wittgenstein, c'est que pour toute une série de concepts, on a tort de prendre une définition. Il y a énormément de concepts mous, qui sont des concepts qui, selon les situations, n'ont pas la même signification. Lui, le grand concept qu'il utilise, c'est le jeu. Et il dit que dans un cas, jeu, ça veut dire jeu de hasard, dans un autre, c'est jeu pour s'amuser, dans un autre, c'est jeu d'argent, et c'est pas du tout les mêmes choses auxquelles on renvoie. Bon, parfois une dimension métaphysique, etc. Et il dit, ça fonctionne comme une ressemblance de famille, c'est-à-dire si vous regardez, quand vous avez une famille rassemblée, si vous regardez les ressemblances de famille à partir de tonton Joseph, eh bien, vous trouverez que la ressemblance, c'est cet air fougueux et sympathique. Et si vous regardez à partir de quelqu'un d'autre, ben, vous trouverez que c'est tout à fait, c'est par exemple, je ne sais pas moi, l'air sombre, etc. Mais ça fera cohérence. Selon l'endroit d'où on le regarde, ça fera cohérence et ça changera. Et entre l'un et l'autre, en revanche, il n'y aura aucun élément commun, ou quasiment aucun. Et pourtant, tous seront de la même famille. D'accord ? Et cette unité de famille changera selon la situation. Or, ce qu'on voit bien là, et qui demanderait à être affiné, par exemple, par un nuage de ressemblance, etc., c'est qu'en fait, les effets fonctionnent sur des nœuds de signification qui peuvent être temporels, géographiques, linguistiques, éditoriaux, prototypiques ou autres, mais que ces nœuds n'empêchent pas que ce qui produit la signification, c'est l'interdiscours. Ce qui produit la signification générique, c'est la circulation, les héritages, dans une perspective diachronique, ou alors l'interdiscours contemporain dans une perspective synchronique. Et que chaque positionnement tire la ressemblance de famille vers lui, mais que cette manière de tirer n'empêche pas qu'il y a une circulation qui se produit de manière puissante et qui produit justement les imaginaires collectifs et les discours collectifs. Ça conduit à une première série de conclusions, et puis Pierre-Carl lancera des pistes par la suite. Il me semble que il y a deux choses qu'on peut dire à partir de là. Non, j'en dirai qu'une. Tant pis. Il me semble que la piste qu'il faut creuser de manière fondamentale, c'est que si c'est un interdiscours qui est structuré par des figures prototypiques, alors il faut jouer le jeu de l'interdiscours et questionner précisément la possibilité d'utiliser ces patterns génériques à chaque époque, dans chaque situation donnée, avec chaque ensemble de sous-catégories, quelle que soit la quantité des sous-catégories, quelle que soit la quantité des nuances, et les penser comme des structures de signification contextuelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que si on établissait un grand ensemble de modèles de fiction, eh bien on aurait probablement des outils pour comprendre les discours et les représentations, les imaginaires collectifs à une époque, leur manière de dialoguer avec les héritages. Et donc la proposition que je fais, c'est précisément d'utiliser ces modèles et de les réinjecter dans les corpus non fictionnels, ceux de la presse, ceux des magazines, ceux des revues, alors ceux des autres médias, si on le peut, hein, mais je ne sais pas si c'est possible, et d'essayer de voir s'il y a des concordances entre ces structures de signification fictionnelle et ces types de discours non fictionnels qui sont une façon de parler du monde. Autrement dit, est-ce qu'on parle du monde à partir du vocabulaire, des structures imaginaires, des fictions ? Est-ce que les fictions construisent notre manière d'appréhender le monde ? Et est-ce que quand les structures des fictions se transforment au fur et à mesure du temps, ça influe sur notre manière de parler du monde ? Est-ce qu'il y a des concordances entre certaines définitions contemporaines d'un genre et certains types de discours médiatiques ? Est-ce qu'on parle plus fleuve noir dans certains journaux ? Est-ce qu'on parle plus série noire dans certaines situations ? On l'avait vu pour Détective, ce n'étaient pas les mêmes sujets qui appelaient le roman noir à l'américaine ou le roman d'aventure, ou etc. Et donc la question c'est, est-ce que véritablement les discours médiatiques sont structurés à partir de découpages qui sont les découpages des fictions sérielles ?
Et donc là, c'est à toi de faire le Ça, point. moi, d'accord. Dans le dernier grand point, et là qui va exactement en sens ce que tu dis, donc cette idée finalement qu'on a des effets d'interdiscours qui se met dans le milice, et ce fait, est-ce qu'on peut vraiment couper le policier de tout cet espace de genre romanesque, catégorisation romanesque à un instant donné, ou est-ce que de fait, il y a des phénomènes, on voit d'emblée que le thriller déjà est dans une logique finalement quasiment de séparation par rapport à ce genre-là, il y a des phénomènes de, on va dire, de générogenèse finalement quasiment, quoi, avec des phénomènes de disruption, ou au contraire des phénomènes de convergence, et c'est un peu ça qu'on aimerait bien aussi analyser. Donc là, ce que j'ai fait, donc c'est un dernier essai qu'on a fait qui était beaucoup plus rudimentaire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, notamment parce qu'il n'y a pas tout le travail de réflexion historico-sociologique finalement sur comment se construisent des collections et ainsi de suite. Mais c'était de faire un premier essai, de définir un modèle général pour penser plusieurs genres romanesques. Alors là, ce qu'on a essayé de le faire, c'est justement, voilà, on a ce problème d'emblée, c'est que la notion de collection éditoriale qui est très pratique pour penser le policier, parce que d'emblée, elle pose des catégorisations qu'on ne va pas imposer par anticipation, mais qui sont déjà là en circulation dans la société. Là, ces catégorisations-là, ces collections, elles n'existent pas justement dans tous les genres. Mais ça définit finalement aussi une certaine généricité, une certaine modalité de la généricité. Par exemple, étonnamment, le genre roman historique a assez peu de collections dédiées, étant plutôt à se fondre en des collections beaucoup plus larges, beaucoup plus globales. Donc on n'a pas ce phénomène de convergence forte dans un ensemble donné. Donc, à un moment donné, lorsqu'on veut commencer à créer un modèle général, on doit se poser la question finalement de comment interroger les catégories récurrentes comme le roman historique, le roman de voyage par exemple aussi, qui tendent à se fondre dans le cadre général de la littérature blanche ou dans d'autres genres ou logiques de collection éditoriale. Et donc là, il y aura effectivement un travail assez fin à mener, je pense, et c'est là à nouveau l'interaction du corpus médiatique peut être très utile, parce que qui dit corpus médiatique dit aussi un certain mise en circulation médiatique des collections romanesques, des phénomènes romanesques, avec des phénomènes d'étiquette qui vont être accolés par les critiques, ou dans les publicités, ou dans tout le paratexte à côté du texte, et c'est aussi quelque chose qu'on pourra exploiter, ou aussi des fois dans le texte lui-même, on peut voir des sous-titres, romans de voyage, et ainsi de suite. Donc il définit d'emblée un certain, mais on est face à un travail qui est beaucoup plus complexe que celui de simplement récupérer tous les types d'une collection éditoriale. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'utiliser un raccourci qui s'appelle Babelio, donc qui est un site d'amateurs de littérature, donc qui compile des milliers de romans, et il y a aussi un travail qui a été mis en place principalement par les contributeurs, donc d'assigner des étiquettes à ces romans. Donc là, ici, vous avez l'entrée roman historique, donc il y a 7172 romans qui ont été classés comme romans historiques, mais c'est pas seulement limité. Donc là, déjà, c'est intéressant aussi, même une conception relativement souple et un peu plus critique de ce que doit être le genre, puisque d'emblée, il rajoute des sous-étiquettes à côté de chaque, parce qu'il conçoit la possibilité qu'un roman puisse être classé comme roman historique, mais aussi comme science-fiction, mais aussi comme littérature anglaise, mais aussi comme humour ou fantasy. Donc il y a des interactions finalement entre ces différents genres. Donc on a ces grandes entrées et on a ensuite ces sous-ensembles. Donc ce que j'ai fait qui est assez basique, c'est que j'ai pris les 10 premières pages pour un certain nombre de genres. Alors après, à nouveau, la sélection, pourquoi ces genres-là, pourquoi pas d'autres, ça pose plein de problèmes. Donc là, j'assume pour l'instant cet effet de bricolage. Donc j'ai pris les 10 premières pages, ce qui fait environ plusieurs centaines de titres. Et donc j'ai récupéré tous ces titres et ensuite j'ai récupéré tous les romans que j'avais pu retrouver par rapport à ces ensembles. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai créé un premier ensemble qui est un bricolage. Donc là, il y a des effets aussi d'opportunité à partir des corpus qu'on avait déjà ou des corpus qu'on pouvait recomposer par collection éditoriale, ce qui est le cas par exemple pour le roman sentimental, puisqu'on a un éditeur dédié qui est Arlequin, qui est très actif. Et donc on peut récupérer assez facilement comme ça une centaine de romans de manière aléatoire qui retient du genre du roman sentimental. Et puis donc enfin, on avait déjà nos corpus déjà constitués avec Mathieu, mais à nouveau ça pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on commence à bricoler et à associer des corpus relativement distincts qui n'ont pas la même signification. Mais pour l'instant, on va assumer le bricolage. Et donc, on a donc, au total, on peut avoir donc un ensemble de 6 genres que j'ai retenus, donc qui sont romans fantastiques, romans historiques, romans de voyage, romans sentimental, romans policiers, romans de science-fiction. Alors évidemment, pourquoi ces genres-là? On aurait pu aussi, par exemple, singulariser le thriller, et c'est là où je pense que ce serait intéressant de multiplier les modèles, multiplier l'interprétation pour voir ce qui ressort, et quelles sont les interactions qui se dessinent finalement entre toutes ces possibilités de genres. Parce que c'est ça finalement qui détermine le paysage. Le fait que, comme on a pu le faire avec les collections, on puisse avoir plusieurs manières de classer, et que ces manières de classer, elles vont elles-mêmes se recouper en ensemble, en sous-ensemble, et que c'est ça qui détermine finalement ce champ interdiscours à un moment donné. Donc voilà, donc là pour l'instant un modèle qui ne prétend pas porter des classifications définitives, mais seulement indiquer des liens de proximité. Donc là, pour vous donner une idée, et à nouveau, on retombe sur la question du stéréotype et sur l'affichage finalement de ce que va être le genre. Et donc, par exemple, si donc j'ai compilé tous les principaux mots qui s'activent. Et ce qui est intéressant, donc c'est par exemple, alors la science-fiction qui est un phénomène qui se dégage le plus, et on a évidemment planète, vaisseau, force, etc., etc. Donc de fait, cette logique quand même de partir sur des lointains. Discours historique, donc roi, maître, époux, majesté, prince, cheval, etc. Donc on est dans cette logique finalement d'affichage
de la temporalité lointaine. Voyage, donc c'est voyager, pays, français, désert, hôtel, voyageur, village, île, etc. Donc à nouveau tout un imaginaire relativement stéréotypé. Et puis donc voilà, roman sentimental, donc c'est beaucoup sur l'interaction entre le regard, etc., etc. Elle, lui, et ainsi de suite. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec le policier, le fait qu'il se réintègre dans cette logique-là, il tend à effacer un certain nombre de possibilités d'interaction qui sont effacées parce que le modèle tend à optimiser les différences. Il n'est pas là pour opérer des singularités, il est là pour opérer des divergences. Et donc de fait, le policier tend à régresser vers le cadre de l'enquête policière. Donc les premiers, c'est police, enquêter. Policier, téléphoner, affaires, numéro, et ainsi de suite. Inspecteur. Donc on a cet effet de régression stéréotypique qui se produit lorsqu'on va faire converger tout ça. Et ce qui est intéressant, donc là j'ai refait un réseau là qui est beaucoup moins touffu parce qu'on a trop peu de genres, mais de fait qui affiche finalement quelles sont les possibilités d'interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman policier, alors la science-fiction est complètement coupée du reste, il y a très peu d'interaction, ce qui m'a un petit peu surpris, donc là il y aura peut-être manière aussi à enquêter pour voir précisément ce qui se passe. Et là, c'est une question de vocabulaire, mais c'est aussi le fait d'avoir trop peu de genres, donc de fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir un dégradé entre toutes ces formes-là et d'autres formes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le policier est plutôt en position de carrefour par rapport à ces ensembles de genres, ce qui va aussi dans le sens du fait que c'est une littérature de genre, mais c'est une littérature de genre potentiellement ouverte, qui finalement est relativement souple et flexible sur la manière dont elle va intégrer d'autres registres romanesques. Et donc on va avoir des interactions assez fortes, aussi bien avec le roman de voyage, le roman fantastique, et ainsi de suite. Donc voilà, donc là c'était un peu un premier essai. Et puis ce que j'ai essayé de faire, qui est quand même plus intéressant, c'est de croiser ces modalités génériques globales avec les collections. Donc là, sans beaucoup de surprises, quasiment toutes les collections, leur première modalité, c'est avant tout le policier. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure une collection va être potentiellement emblématique de tout un genre. Et ce qui est intéressant, c'est que la collection qui ressort le plus, c'est Série Noire des années 40 et 60. Donc c'est la première à sortir assez massivement. Et donc c'est ressort une sorte de collection qui elle-même stéréotypise ce que doit être le policier, en tout cas d'après le modèle et d'après les autres genres que j'ai pu réunir. Donc on a des phénomènes à un moment donné d'institutionnalisation de genre qui précisent ce que va être l'attente du genre à un moment donné, et puis ensuite ça va potentiellement se moduler. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'avais défini un ensemble roman fantastique, alors qui est quand même un petit peu qui est pas aussi bien délimité que ce que peut être par exemple le roman historique ou le roman de voyage, et qui recoupe, alors pas vraiment de la fantasy, mais qui tend à fusionner à la fois des thrillers, de l'épouvante, donc c'est toute logique finalement, de l'inattendu, etc. Et donc sans beaucoup de surprises, le thriller est très lié avec cette logique du fantastique. Et puis donc on trouve aussi des choix attendus, comme le fait que la collection Grand Détective soit assez liée avec celle des romans historiques, ce qui est à nouveau quelque chose qu'on attendait. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est pas forcément le fait qu'avec le modèle on retrouve des choses que vous connaissez déjà, mais c'est que comme ça marche pour des choses pour lesquelles vous connaissez déjà, on pourrait potentiellement l'étendre à d'autres collections qu'on ne soupçonne pas forcément, et de fait avoir un outil qui soit capable d'identifier ces phénomènes de convergence, d'association de genres au sein d'une collection, qui permettent de caractériser exactement ce qu'on essaie de faire, et où est-ce qu'une collection va se positionner dans le champ d'interdiscours à un moment donné. Donc voilà, donc là on a à peu près fini. Donc là je termine peut-être juste sur quelques perspectives par rapport à ce qu'on essayait de faire. Donc d'abord oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec l'approche de Mathieu, c'est-à-dire cette idée qu'il faut construire les genres de manière située et justement les penser ensuite en interaction, parce que ça permet aussi de modéliser plein de choses extrêmement intéressantes, un phénomène d'héritage, un phénomène de reconfiguration, de réactualisation, et de pouvoir caractériser tout ça. Donc on fait un vrai travail beaucoup plus complexe avec les modèles que simplement classer des textes, mais véritablement définir des interdiscours, définir des connexions et ainsi de suite. Donc je pense qu'effectivement il y a une vraie perspective à faire, comme qu'on a commencé à faire pendant le cas de l'IMAPRES, donc de définir des genres sur des fenêtres de 20 à 30 ans, donc le faire de même sur les textes et en s'appuyant autant que possible sur des collections déjà existantes, ou à défaut sur d'autres manières de catégoriser qui sont relativement contemporaines, et donc potentiellement sur des genres qui n'ont plus forcément d'existence aujourd'hui mais qui étaient pertinents à un moment donné. Donc je pense que c'est une première perspective qui est assez forte par rapport à votre travail et qui va au-delà simplement d'un travail situé sur le policier et la science-fiction, mais véritablement dans cette logique que on ne peut pas interroger un genre de manière isolée, de fait on va dessiner des collections avec d'autres genres. Donc voilà, donc à cette idée de classification automatisée contextuelle. Deuxièmement, alors là c'est une autre idée qui m'est venue en cours de route mais que j'ai pas pu exploiter, c'est le fait que en fait les romans, alors à la fois ils peuvent se classer par des genres mais ils peuvent aussi se classer par des cadres. C'est déjà ce qui est le cas par exemple pour le policier japonais, ce qui fonctionne c'est par le cadre, c'est parce que ça se passe à Tokyo et ou de manière générale au Japon, et donc on va avoir tout un vocabulaire qui est spécifique à ce pays qui définit un cadre. Et je suis en train de me dire finalement, et là ça pourrait marcher assez bien notamment pour la question du roman historique, qu'il soit policier ou non, c'est le fait que on pourrait identifier assez facilement, et là même sans forcément faire un modèle de classification, mais du vocabulaire qui est spécifique à une époque donnée, à un cadre donné, et à partir de ça on pourrait identifier
à quelle époque se passe un roman, ou est-ce qu'un roman croise des termes liés à différentes époques, et on pourra donc aussi s'intéresser par exemple à la notion de voyage temporel, et ainsi de suite. Donc c'est une approche qu'on avait déjà expérimentée pour la détection des reportages thématiques dans le cadre de Nueva Press, notamment sur la question du reportage en Éthiopie. Donc on avait utilisé un vocabulaire qui soit spécifique à l'Éthiopie, à la guerre d'Éthiopie entre 1935, et donc on pourrait effectivement reprendre cette approche-là pour identifier ces phénomènes de cadre. Une autre approche, donc là je passe, qui me semble également intéressante, c'est l'approche par schéma narratif. Parce que là, ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on ne traite pas les romans en masse, en brut, mais comme une continuité de segments. Donc, alors idéalement, il faudra peut-être faire un retravail par rapport à ça, puisque dans les fichiers que m'avait envoyé Mathieu, il y avait aussi des coupages en chapitres, mais ça, on n'a pas encore pu l'utiliser. Et donc, on pourrait faire un travail comme ça, de voir comment est-ce qu'un roman est construit et comment, à partir de la reconnaissance des genres, on peut mettre en évidence des phénomènes de rupture dans la construction. Donc là, j'ai fait un premier test avec Le Grand Sommeil de Raymond Chandler. Et ce qu'on voit qui s'altère, donc là j'ai réappliqué le modèle de genre romanesque, donc vous avez donc fantastique, sentimental, historique, policier, science-fiction, voyage, donc la majeure partie des genres ne sont pas utilisés. Mais ce qu'on repère de manière assez large, c'est une alternance entre le genre fantastique, qui est assez flou, et le genre policier. Et là, j'ai pas encore été voir concrètement à quoi ça renvoie dans le texte, mais ça suggère potentiellement qu'il y a des phases différentes dans l'écriture, parce que à chaque fois, c'est pas juste des alternances soudaines, aléatoires, etc. C'est vraiment des grandes phases qui se succèdent et qui se pondèrent, et qui renvoient potentiellement à différentes manières, différents éclairages, différents regards sur le texte, et qui renvoient à différentes dominantes de genre. Et ça, à nouveau, c'est aussi d'autres manières finalement de classer un texte par le fait que il va varier entre les genres, il va varier les phénomènes d'intertextualité, et à nouveau qui contribue à le complexifier. Et puis il y avait un dernier point sur lequel j'ai pas fait une slide, mais ce qui était une question qu'on voulait étudier au tout début, qui était la question finalement de la traduction, et la question de comment des textes, et là c'est assez typique dans ce que tu disais sur la question de comment ce corpus de romans policiers américains quasiment prototypique pour le genre va être convoqué de manière radicalement différente à différentes époques, avec une logique de traduction différenciée. Et là, je pense qu'on aura potentiellement des outils qui permettraient de voir ça plus précisément et de voir aussi les phénomènes d'éloignement ou contrat de rapprochement par rapport au texte anglais. Donc là, c'est encore une autre piste qui s'ouvre. Oui. Pour la question des genres de différents pays, moi, le rêve que j'avais, mais Pierre Carl a l'air de dire que c'est pas possible. Si, je pense que c'est possible, mais c'est plus complexe. Ça aurait été de constituer des corpus précisément en fonction des différents pays, dans les différents pays, parce que le genre du roman policier, c'est un genre mondial, mais dominé par les mêmes auteurs partout, c'est-à-dire les auteurs américains et secondairement les auteurs anglais aujourd'hui. Et aujourd'hui, le polar nordique qui monte. Bon. Mais est-ce qu'il est certain que selon les collections et les auteurs qui sont privilégiés d'un pays à l'autre, en Italie, en France, la manière dont on les traduit du même coup, ce soit exactement les mêmes choses qu'on lit? Est-ce que, dans le fond, si en Italie, par exemple en Italie, on traduisait beaucoup de Français, en Angleterre, on traduisait aucun Français, mais on traduisait beaucoup d'Américains. Mais on traduisait beaucoup d'Américains et des Anglais, quasiment, c'est tout. Est-ce que, dans le fond, on traduisait pas, pardon, on adaptait éventuellement. Mais est-ce que, du coup, les effets de cohérence feraient sortir des termes différents? Alors, c'est dans des langues différentes, donc il faudrait nettoyer, ça serait compliqué. Mais peut-être que c'est pas impossible. Et deuxièmement, est-ce que les travaux de traduction tendent à insister sur des effets de cohérence internationaux dans chaque pays qui sont différents d'un pays à l'autre? Enfin, c'était... mais je sais pas si... ça serait intéressant. Ça serait intéressant, en fait, j'avais commencé à développer des outils pour rapport justement pour la presse, parce qu'on avait cette réflexion justement sur la circulation, la viralité des textes dans la presse, et évidemment on sait de fait que elle est internationale, et qu'il y a des phénomènes de traduction. Et que pour l'instant on n'a pas encore vraiment d'outils qui permettent de repérer ces effets de proximité, on a potentiellement des pistes qui fonctionnent relativement correctement, mais on pourrait potentiellement réussir à faire ça, ouais. Ça serait bien. Ça serait bien. C'est terminé. Oui. Merci.